Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Vaquier. Bienvenue sur les héros de la vente, le podcast à écouter pour devenir le meilleur vendeur de votre boîte. Nous allons, grâce à des invités exceptionnels, analyser les bonnes pratiques pour exceller dans cette discipline si particulière qu'est la vente. Ce podcast est un projet soutenu par l'entreprise Vyfe, V-Y-F-E, éditeur d'applications de vidéo training pour former et entraîner les commerciaux grâce à la vidéo. Alors salut à tous, bonjour pour un nouvel épisode des héros de la vente. Aujourd'hui j'accueille Jean-François Lascou. Jean-François, bonjour. Bonjour. Jean-François, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Jean-François Lascou, je suis dirigeant d'une franchise d'Al Carnegie, donc ici basée à Toulouse. Donc Carnegie, c'est du développement personnel, de la formation au management, à la prise de parole en public et évidemment de la formation pour les commerciaux. Voilà. Donc j'en suis le dirigeant ici à Toulouse. Et puis je suis aussi impliqué dans l'association des dirigeants commerciaux de France, dont je suis le président pour la SOS de Toulouse. Voilà. Et puis en plus de ça, pour terminer, donc, je suis aussi formateur certifié d'Al Carnegie, notamment sur la formation commerciale. Voilà. Ok, super, merci Jean-François. Aujourd'hui, le thème du podcast, c'est le rôle du vendeur. Donc c'est un sujet assez vaste, mais ça te permettra de nous parler de plusieurs choses. Juste avant de commencer, de rentrer en plein dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Dale Carnegie pour ceux qui ne connaissent pas ? Oui, avec plaisir. Donc Dale Carnegie, c'est à peu près 280 centres de formation dans le monde, hein, donc on est tous des franchisés. On est présent dans 95 pays et on fait nos formations en 34 langues différentes. L'entreprise en elle-même existe depuis 106 ans et donc nos 4 grands sujets de développement sont aider donc les entreprises à développer les compétences de leurs collaborateurs pour en améliorer les performances. Ça, c'est l'objet générique. Et donc on le fait à travers le développement personnel, le développement des relations interpersonnelles, à travers le développement de la confiance en soi, la relation avec les autres, la communication qui est importante, notamment pour les managers, le leadership aujourd'hui, hein, c'est très important pour les nouvelles générations notamment, et puis la gestion du stress et des attitudes. On a une grosse partie de développement sur la partie managériale, donc là plutôt la boîte à outils du manager. Puis un gros outil sur la communication, la prise de parole en public. Les gens qui réussissent sont de bons communicants, très souvent. Et puis au final, après, sur tout le développement des forces de vente, que ce soit avant ou après d'ailleurs la vente, puisqu'on travaille aussi bien avec des services après-vente qu'avec des équipes de commerciaux terrain très spécialisées dans des sujets très particuliers. Voilà. Donc c'est le Dale Carnegie, c'est un Américain qui, j'avais lu un de ses bouquins, Comment se faire des amis. C'est ça. Il a fait fortune, c'est au début du XXe siècle, c'est ça ? C'est ça, il a créé la société en 1912. Ouais. Le livre est paru en 1936. Ouais. Et les franchises ont démarré tout de suite après. Donc oui, ça fait très très longtemps que Dale Carnegie... En fait, ce qu'il a mis dans le livre, ce sont 30 principes de relations humaines qui permettent à la fois de changer soi pour que les gens nous perçoivent autrement, aller chercher la coopération plutôt que l'obéissance, et puis arriver à corriger les erreurs sans générer de la frustration. En gros, ce sont des principes de relations humaines universels. Ce dont il s'est aperçu très très vite, c'est que le composant en relations humaines, lorsqu'il y avait un groupe de personnes, était identique, quelles que soient les cultures, les tailles d'entreprise. Et donc du coup, aujourd'hui, à travers ces 30 principes de relations humaines, toutes nos formations sont bâties là-dessus, pour justement créer du lien entre les différents services et les différentes fonctions dans l'entreprise, sur les mêmes bases, qui sont plutôt des bases de aider les gens à s'élever à travers plutôt la bienveillance et le tout sur l'ensemble des fonctions de l'entreprise, pas forcément que le management d'ailleurs. D'accord. Voilà. On parlera à la fin de l'épisode là, des bouquins à conseiller, mais en tout cas celui-là, Comment se faire des amis, même s'il a un titre un peu étrange, oui. je le conseille. Ok Jean-François, et encore une fois, avant de rentrer dans le sujet, prenons quelques minutes pour que tu nous présentes le réseau des DCF que peut-être les auditeurs ne connaissent pas forcément. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Donc là, c'est pareil, c'est une vieille institution. Hein. On va fêter nos 90 ans en janvier. On est 75 associations en France, donc c'est un principe associatif. Et ce sont au départ les directeurs commerciaux de France qui ont évolué vers les dirigeants commerciaux de France. Donc ce sont les dirigeants et les managers de la fonction commerciale. Les 3 grandes actions des DCF, c'est
faire connaître la fonction commerciale dans les écoles. Donc on a des partenariats avec des écoles partout en France. Donc l'IDRAC par exemple au niveau national, à Toulouse, les BTS d'Aragon à Muret ou de Berthelot, TechDeco à Toulouse par exemple, on a un partenariat avec eux. Voilà, et donc l'idée c'est de faire connaître la fonction aux jeunes étudiants pour qu'ils s'y lancent dedans, parce qu'on a un vrai déficit sur la fonction commerciale, il ne faut pas se le cacher, et une vraie mauvaise image qui n'est pas vraiment la réalité de la vie. Le deuxième, c'est de valoriser la fonction dans l'entreprise. Donc pour la partie étudiant, on a un challenge tous les ans qui s'appelle le DCF Challenge, où un de nos partenaires donne un boulot à faire à toutes les écoles de France, à toutes celles qui veulent y participer. On a eu plus de 10 000 participants, je crois, l'année dernière. Et donc, on fait des finales nationales où chaque catégorie d'école, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, concourt et finit par avoir un tandem qui finit par gagner le concours. Tout ça devant des jurys de professionnels pour présenter le résultat de leur réflexion par rapport à la problématique posée par notre partenaire. Cette année, par exemple, c'était le Crédit Mutuel qui a proposé de vendre un système d'alarme à des nouvelles générations. Comment on valorise ce produit-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner envie d'acheter ce genre de produit. Et donc, ils ont été juste surpris par le résultat des étudiants qui ont eu des idées qu'eux n'avaient pas entrevues. Voilà. Donc ça, c'est relativement intéressant. Sur la partie entreprise et la valorisation de la fonction commerciale, on a un concours tous les 2 ans qui s'appelle les DCF Awards. Et donc cette année, le résultat, enfin, la finale des DCF Awards sera à Paris donc, pour les 90 ans. L'idée, c'est de voir comment les entreprises, en tout cas de faire compétitionner des entreprises de 4 niveaux différents, donc les TPE, les PME, les très grandes entreprises, les startups, et puis les entreprises sociales et solidaires. Voir comment ils gèrent la fonction commerciale et à quel point ils se rapprochent de ce que nous, on a écrit comme charte, donc là, il faut aller voir sur le site, et de ce que nous, on appelle l'intelligence commerciale. Voilà. Donc on les fait compétitionner, ils présentent des dossiers, ils s'inscrivent sur le web, ils remplissent les dossiers, et puis il y a un jury évidemment qui va choisir d'abord par région les heureux gagnants, et puis on aura une finale, d'abord une finale locale, puis une finale régionale, et enfin une finale nationale à Paris pour déterminer la start-up qui est le plus proche de l'intelligence commerciale aujourd'hui. Voilà. Et le dernier sujet des DCF qui nous tient à cœur, puisqu'on vient de signer une chaire de recherche avec EM Lyon, sur ce sujet-là, c'est l'avenir de la fonction. Comment la fonction est perçue et qu'est-ce qu'on va nous demander de faire en tant que commerciaux dans les années qui viennent. Comment la fonction évolue, s'adapte, notamment au digital. Et du coup, quel va être le rôle du vendeur, ou quel est le rôle du vendeur et qu'est-ce qui va devenir dans les années à venir. Voilà. Super, tu m'as tendu une perche pour la transition. Pourquoi Jean-François, tu voulais qu'on parle justement du rôle du vendeur? Pourquoi c'est important d'aborder le sujet selon toi? Alors d'abord, c'est mon métier, pour commencer. Ça fait 30 ans que je fais ça. C'est une passion. Sinon, je m'impliquerais pas au DCF et depuis longtemps. Et parce que je trouve que le digital aujourd'hui a tout changé et en fait pas changé grand-chose. Et voilà, je voulais juste en parler pour éclaircir un peu ce point-là. On a une démarche commerciale globale qui est de la détection d'un lead jusqu'au suivi d'un client et puis même jusqu'à la vente additionnelle, on va dire. Voilà, donc tout ce parcours-là, on a la possibilité de le faire à des vendeurs. Tout parti, ou pas beaucoup, ou juste un petit bout. Et aujourd'hui, je trouve que ce rôle de vendeur là, est devenu hyper intéressant parce que le digital nous permet de le faire de façon différente. Voilà. Dans mon rôle à moi de DCF, c'est aller beaucoup parler avec les jeunes dans les écoles qui ont une vision de la fonction commerciale qui est erronée par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle va devenir. Et qui voit la fonction commerciale comme une fonction dans laquelle il y a beaucoup de pression, une fonction dans laquelle on est un peu toujours abandonné à nous-mêmes. On doit se débrouiller pour faire de la prospection, qui n'est pas toujours facile. On doit se débrouiller pour obtenir des rendez-vous, s'organiser. Voilà. Et le fait que tout ça peut générer des échecs déjà
Avant même que ça commence, hein, avant même d'avoir un rendez-vous avec un client, on est déjà déçu et frustré d'avoir passé beaucoup de coups de fil sans aucun résultat, d'avoir tapé plein de portes et d'avoir entendu « je ne suis pas intéressé ». Et donc les gens sont restés sur cet aspect de la fonction commerciale, voire même, on en parlera peut-être, mais de la partie éthique qui à moi me tient beaucoup à cœur. Il n'est pas nécessaire de sacrifier l'éthique à la performance, ça c'est pas vrai. Ou de cette vision du commercial, comme on a pu aussi nous la présenter dans des émissions de télé que je nommerai pas, pour montrer qu'on est tous des Johnny Ficelle pour embrouiller des pauvres gens qui ont besoin de rien. Donc ça, le digital va petit à petit nous éloigner de ces rôles-là, parce qu'ils n'ont jamais eu de sens. Et en tout cas, le digital aujourd'hui donne assez d'informations aux clients pour que ça n'arrive plus. Mais globalement, du coup, ce rôle est devenu totalement différent. Donc la première raison d'aller rencontrer les jeunes dans les écoles, c'est d'abord de leur dire intéressez-vous à la fonction parce que c'est plus celle à laquelle vous pensez. Il y a beaucoup de métiers pour lesquels aujourd'hui le digital permet de s'organiser. On a des agendas électroniques, on a des emails, on a des SMS, on a du WhatsApp. Tout ça, ça permet de communiquer avec son client sans pour autant prendre le téléphone, par exemple. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas ça. La prospection terrain a du sens pour certains métiers, pour la plupart peut-être moins. Le digital permet de faire l'acquisition de leads. Et aujourd'hui, quand on a une équipe qui va chercher du lead sur le web et qui nous fournit des leads qualifiés, le boulot est quand même beaucoup plus simple. Et donc toute cette phase-là, par exemple, elle n'est pas nécessairement faite par les commerciaux. Les commerciaux, par contre, ont un rôle hyper intéressant dans ce sujet-là. C'est que je pense que, on va commencer à dévoiler le truc, hein, mais je pense que le commercial de demain, c'est l'hybride entre le marketeur et le vendeur. Le commercial de demain peut pas se permettre de ne rien comprendre à l'acquisition. On s'en fout, comment on a un lead, donc pour le reste, c'est pas grave comment on y est arrivé. Je pense qu'il va falloir que les commerciaux s'intéressent à ça, sans pour autant en être responsable ou le faire, hein, mais en tout cas s'intéresser au sujet. Donc tout ça là fait que pourquoi faire à des commerciaux l'acquisition quand d'autres gens peuvent le faire beaucoup mieux qu'eux avec des outils digitaux qui permettent d'arriver à un lead. Est-ce que la qualif du lead doit être faite par les gens du market ou est-ce qu'on laisse la qualif quand même aux commerciaux parce que en 3-4 questions on peut être quand même plus efficace. Là encore c'est une question. Et à quel moment le rôle du vendeur est nécessaire. Voilà, à quel moment le vendeur rentre dans son rôle. Donc toute cette idée-là que ce métier-là était pénible parce qu'on essuyait que des échecs avant même d'avoir un premier rendez-vous, on peut très bien avoir une prise de rendez-vous aussi faite par la division marketing et ne rentrer sur le ring que quand le combattant d'en face est déjà là. Voilà. Donc ça veut dire que dans un premier temps, il faut s'enlever de la tête que le métier de commercial, c'est faire de la prospect sous la pluie dans une zone industrielle. Ça peut, parce qu'il y a des produits pour lesquels c'est pertinent. Pour la plupart, ça ne l'est plus. Et du coup, on a aussi toute la partie suivie de ça, parce qu'on peut très bien rentrer en relation avec un client, en tout cas avec un prospect. C'est un prospect qualifié, il aura tôt ou tard besoin de nos services. Par contre, pas tout de suite. Et là, on a un outil magique qui est le CRM, qui est arrivé depuis quelques années et qui aujourd'hui est relativement abouti, qui permet justement de ne plus oublier de rappeler quelqu'un, de ne plus oublier un suivi, de pouvoir notifier les interactions ou les actions qu'on a eues avec notre client. Alors je sais que les commerciaux comme moi qui sont un peu plus âgés ont un peu de mal avec ce genre d'outils. J'espère que les nouvelles générations se comporteront autrement avec. En tout cas pour celles que je vois, si tant est qu'on puisse l'avoir sur le téléphone portable, ça commence à devenir accessible à tout le monde. Et donc du coup, crac, encore une fois, le rôle de suivi de notre action, finalement, elle est rendue simplifiée par le digital. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire. Donc, il y a cette espèce de paradoxe entre le digital apporte des outils et des sujets. Parfois, il enlève une partie de la fonction du vendeur. Parfois, il l'accompagne. Et il faut quand même que le vendeur en soit au final responsable. Donc, suivant les métiers, le rôle du commercial, il est hyper important à définir et il faut en définir bien les contours de manière à faire en sorte que le temps que le commercial passe face au client soit favorisé. Donc, pour faire une synthèse de ce qu'on vient de se dire, le métier devient de plus en plus intéressant.
D'abord parce qu'il y a certaines phases qui étaient difficiles ou compliquées qui ne sont plus nécessairement faites par des commerciaux. Et deux, le vendeur arrive à un moment où le client a été qualifié, enfin le prospect a été qualifié, identifié clairement, et on sait qu'il y a un besoin. Donc là, on a besoin de quelqu'un pour aller rencontrer notre client, pour lui dire pourquoi nous on fait mieux que tous les autres gens qu'il pourrait rencontrer. Et là, ça commence à devenir intéressant, parce que ce rôle-là, c'est le rôle du buteur dans une équipe de football ou le rôle du marqueur d'essai dans une équipe de rugby, quoi. C'est celui qui finalise l'action commune de tout le monde là, par un acte qui permet de dire ça y est, hop, celui-là c'est notre client. Voilà. Pour en finir avec la démarche commerciale, quand j'ai réussi à faire ça, on se reparlera du contenu après, mais je sais que tu as des podcasts là-dessus. Mais est-ce qu'ensuite le vendeur doit continuer à suivre son client, ou est-ce qu'on le met dans les mains d'un service après-vente à travers des outils digitaux par exemple, surtout si les clients sont distants et sont loin. Le suivi aujourd'hui est rendu plus simple grâce au digital, parce qu'on peut aller parler à des gens qui sont très loin de nous. On peut spécialiser des gens dans le suivi, parce qu'une fois que le client est avec nous, c'est pas tout à fait le même rapport. Voire même, il y a certains métiers où on spécialise des équipes de vente. On a des équipes de vente qui vont chercher des nouveaux clients, et des équipes de vente qui vont s'occuper des clients une fois que le client est chez nous. Et puis, on a aussi toute la partie, on est rentré par un bout, on est capable de rendre plusieurs types de services à notre client. Qui va lui dire? Est-ce qu'on continue à donner la responsabilité aux commerciaux, ou est-ce qu'on spécialise encore des équipes qui vont aller à travers des podcasts, à travers des vidéos, à travers des sites web, des blogs, des articles, du LinkedIn, de tout ce qu'on veut, informer nos clients sur le fait qu'on est capable de les accompagner plus loin sur d'autres sujets. Et ça ne nécessite pas, encore une fois, la fameuse visite de courtoisie où on va chez le client pour dire bonjour, ça va, vous avez besoin d'un truc, vous savez qu'on fait ça. Voilà. Le client le sait peut-être déjà. Je te coupe Jean-François, je prends juste 10 secondes pour fermer la fenêtre parce qu'on a entendu quelques motos derrière. C'est jamais terrible. Hop là, voilà, c'est mieux. Ouais, alors on a justement plusieurs écoles sur la séparation des rôles des commerciaux. Mm-hmm. Je sais que, par exemple, là où je travaille, il y a des startups qui spécialisent des commerciaux pour la chasse, pour la prospection. Ouais. Ensuite, d'autres commerciaux pour le rendez-vous, pour la présentation. Et ensuite, d'autres commerciaux pour le suivi, l'élevage, entre guillemets. Et ça, je me suis posé la question, moi, pour mon activité, s'il fallait séparer, selon les compétences des gens, la fonction. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, moi, l'ayant vécu, c'est un peu peut-être frustrant parfois de faire une partie du travail, oui, et de ne pas faire le cycle de vente dans sa globalité. Après, je sais aussi que ces startups qui font ça ont des résultats, très bons d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment pas une école de pensée, mais un choix à faire stratégique sur est-ce que je sépare mes fonctions commercial ou pas. Est-ce que toi, tu as un avis tranché là-dessus ou tu... J'ai pas d'avis tranché là-dessus parce que c'est très très lié au produit et surtout à la méthode de vente. Ouais. Par contre, pour avoir eu une école et avoir formé des gens à la fonction commerciale alors qu'ils étaient tout autre chose, j'ai fabriqué des vendeurs à partir de gens qui n'en étaient pas. En fait, c'était ça le sujet de l'école. D'accord, ouais. Donc je suis parti beaucoup de gens qui ne connaissaient pas du tout la fonction. Et en fait, il y a plusieurs types de commerciaux qui sont capables de travailler dans la fonction à un certain niveau. Un chasseur, par exemple, ne lui demande pas de suivre un client. Ça le fatigue. Voilà. Lui, il peut le voir une fois. Il a vendu. Il a marqué un but, c'est l'avant-centre. Voilà. Et il est déjà fatigué, lui. Il attend la prochaine balle pour en mettre un autre. Tu vois ? Donc, il n'est pas question de faire faire le suivi à des commerciaux par des profils de commerciaux chasseurs. Ils s'ennuient. Voilà. Et donc, du coup, ils le font mal, ils le bâclent, voire même ils ne restent pas dans l'entreprise si c'est ce qu'on leur demande de faire au quotidien. Inversement, il y a ceux qui sont très très capables de créer une relation avec le client sur la durée et surtout de la conserver même quand tout va mal. Et donc, ça, c'est un autre profil encore de vendeur. Par contre, ceux-là ne leur demandent pas d'aller chasser parce que ce n'est pas leur qualité première et c'est un véritable effort pour eux. C'est un défenseur au football. Il peut marquer un but sur un corner, mais il ne lui demande pas d'aller marquer un but à chaque fois. Voilà. Donc du coup, il y a aussi cette façon-là de classifier les gens, c'est de mettre le bon profil face à la bonne partie de la fonction.
Voilà. C'est vrai que sur certains métiers, aller chercher le client, c'est une chose. S'assurer du suivi de l'autre, ça n'est largement une autre. Pour certains types de métiers, on a besoin que ce soit le même commercial qui va gérer de la prospection jusqu'à l'encaissement du chèque. C'est pour ça que souvent maintenant les commerciaux qui font le suivi n'ont pas le titre forcément de commercial, de sales, mais plutôt de account manager ou customer success manager, si je prends des termes un peu anglophones. Mais ça reste quand même des commerciaux, puisqu'ils vont faire de l'upsell, ils vont continuer à vendre. Ouais, ça c'est la guerre des termes, tu sais. Surtout en France, je trouve que vendeur, commercial, on essaye tous d'enlever ces termes-là parce qu'ils sont péjoratifs. Pour rester dans le côté anglophone, chez Carnegie, on dit un truc, c'est que sales is a life skill. Tout le monde vend quelque chose à quelqu'un. Voilà, on vend une idée de partir en vacances à un endroit plutôt qu'à un autre, on vend l'idée à un enfant de ranger sa chambre. Bref, on est tous vendeurs. Et donc du coup, quand j'entends un service qui s'occupe d'un client et que son boulot à lui c'est faire de l'upsell et qu'on appelle ça, je sais pas quoi, conseil ou customer relationship, je sais pas quoi, bon, ne nous mentons pas, et puis ne nous cachons pas derrière un truc, on est là pour vendre des choses aux gens, c'est comme ça que nos entreprises fonctionnent. Et l'entreprise à laquelle on vend quelque chose, elle aussi vend quelque chose à quelqu'un d'autre pour fonctionner. Donc je trouve qu'on est un peu trop timide avec la fonction et qu'on essaie de trouver des termes qui sont plus ou moins... D'ailleurs, les gens parfois comprennent pas tellement ce qu'on fait quand on leur dit le terme, en anglais notamment. Voilà. Donc moi je pense qu'il ne faut pas avoir honte de faire le métier de vendeur. Une entreprise a besoin de vendre ses produits pour se développer et il y a des gens dont c'est la fonction de rencontrer d'autres gens et leur donner envie de le faire. Voilà. C'est peut-être une vision aussi française qu'on a du métier de la vente que tu as dit, un peu péjorative, mais c'est vrai que par exemple quand tu vas aux États-Unis, où moi j'ai travaillé un peu avec des Américains, le métier de vendeur, de sales est très valorisé. Oui. C'est un peu les rockstars des boîtes, alors qu'en France on a l'impression qu'effectivement les jeunes d'école de commerce veulent plus être dans des fonctions marketing et management, mais pas trop commercial. Et comme tu le dis, on déguise un peu la fonction de commercial avec des termes anglais pour déguiser ça. C'est rigolo de voir cette dichotomie entre la vision française ou américaine de la vente. Tout à fait. Tout à l'heure, tu as parlé de certaines boîtes qui veulent des visites de courtoisie dans le cycle de vente. Ouais. Moi, j'ai encore des boîtes, notamment chez les grands groupes, où si tu veux commencer un cycle de vente, il faut aller voir le client pour se présenter. Donc souvent monter à leur siège, souvent en région parisienne, ce qui n'est pas pratique quand on est basé à Toulouse. Et là-dessus, moi, j'ai essayé de faire une politique où non, il faut qu'on fasse le premier rendez-vous par visio pour économiser de l'argent, du temps, etc. Et j'ai encore des boîtes qui me disent non, il faut que vous veniez, c'est important de me voir. Ça, je trouve ça... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais... Ce que j'en pense, tu peux aller sur le site je vais faire de la pub pour Carnegie, mais on vient de faire une étude mondiale sur quelle est la perception de la vente pour les gens. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un achète quelque chose à quelqu'un d'autre, tu vois. Et en fait, on a redécouvert que la première démarche, c'est la confiance. À partir du moment où il y a un lien de confiance qui est créé, alors on peut commencer à se parler. Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire, la confiance dans la vente ? Tu vois ? Ça, c'est la deuxième question qu'on a posée aux gens. Comment vous percevez ça, la confiance dans la vente ? La confiance, créer de la confiance dans la vente, c'est pour l'acheteur l'impression que la personne en face de lui, tout d'abord, est crédible. Ou au téléphone, ou sur le web, peu importe comment on crée le lien. D'accord ? La première chose, c'est comprendre et avoir l'impression que l'autre en face est crédible. Et la deuxième raison qui bâtit la confiance, c'est avoir l'intime conviction de la part de l'acheteur que la personne qui est en face de moi fait de son mieux pour moi, pas pour lui. Et qu'elle est même capable de rater une vente en me disant que le produit ou le service qu'elle me propose n'est pas forcément bien adapté, voilà, à ce que moi je veux faire, et qu'il est préférable qu'il trouve quelqu'un d'autre. Il est prêt à rater la vente pour être un bon conseiller. Voilà. Donc à partir du moment où on a créé ce lien avec les gens, alors on peut commencer l'étape de vendre. Donc comment on le crée ? Est-ce qu'il faut le créer par Internet ?
pourquoi pas, on peut très bien le créer sur du emailing et échanger des messages mail, proposer d'aller voir des vidéos. À partir du moment où on a créé un élément où l'impression que le client a l'impression que notre entreprise est sérieuse et qu'elle est compétente dans son monde à elle, et qu'on est là pour lui rendre service parce que dans nos missions qui sont écrites sur notre site web, on est assez clair pour dire à nos clients ce qu'on fait, il peut très bien avoir créé tout seul ce lien de confiance sans que pour autant il ait encore rencontré quelqu'un de chez nous. Ça peut arriver. D'autres ont besoin d'avoir une relation physique, de rencontrer quelqu'un en face, de voir la tête du gars et de se dire ok, lui, voilà. Je sais pas pourquoi, je me le sens pas ou je me le sens bien. Ce lien-là, il faut qu'il se crée. Comment ? Avant, il n'y avait que la visite ou le téléphone. Voilà. Aujourd'hui, on a d'autres moyens, voire les trois. Ça peut être multicanal, la création du lien avec le client. Il a trouvé que notre approche était intéressante, notre positionnement marché est intéressant, ou une innovation sur notre produit a du sens et il trouve qu'on va dans le sens de sa vision à lui. Donc déjà, ça crée du lien. Puis on fait une visio, on s'aperçoit que dans notre discours, dans notre façon de parler, dans la présentation des petits éléments qu'on a rajoutés, ça a du sens. Donc maintenant, il veut nous voir. Voilà. Est-ce qu'on aurait gagné du temps à y aller direct ? Peut-être. Peut-être pas. Peut-être qu'on aurait perdu le lien ou on ne l'aurait pas créé de cette manière. Donc aujourd'hui, c'est ce que a changé le digital. Et en fait, il n'a rien changé. On est toujours au même point. Il faut créer du lien. Sauf qu'aujourd'hui, on a de multiples moyens de le faire. Voilà. Et quel est le bon ? Il est malheureusement pas non plus très clair. Il est lié à notre clientèle. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement pour les plus petites boîtes, pour les PME, les TPE, je suis aussi à la CPME, où on travaille beaucoup sur ce sujet-là, il rend la tâche hyper difficile à des TPE, des PME ou des startups pour se dire comment on fait du multicanal, quoi. Comment à la fois j'intéresse mon gars sur le web, sur un podcast, sur une vidéo de 50 secondes, et le gars s'est fait une idée et tout d'un coup il a un gars au téléphone et là patatrac, oh là là, le message c'est pas le même ou c'est mou, ça a plus la même dynamique, j'ai posé une question, le mec a pas répondu. Donc tout ça là c'est ce qui me fait dire aujourd'hui que un commercial tout seul là, maîtriser ça, c'est pas possible. Il faut des gens de marketing au milieu. Il faut des gens qui réfléchissent, qui fassent des tests. On est dans le monde du test aujourd'hui. On essaye, on fait tout comme ça. On achète un truc, ça nous va pas, on le rend, on teste des trucs, tu vois. Et donc là, c'est pareil. Dans l'approche commerciale, dans la création du lien, il faut tout tester. Ça prend du temps, ça prend plusieurs essais parfois, un peu d'argent, des gens qui comprennent ce qu'ils sont en train de faire, jusqu'au moment où on a compris quelle était la meilleure façon pour nous de créer du lien avec les autres. Là, on peut parler un peu d'inbound marketing qui pourra faire l'objet d'un épisode où l'idée, c'est de créer du contenu sur les plateformes, blogs, podcasts, vidéos, etc. pour amener le client, amener du lead sur son site. Mais effectivement, ça demande des compétences souvent marketing, de rédaction, de réflexion, etc. Et il faut savoir naviguer un peu dans cette jungle parce qu'il y a énormément de... Enfin, il y a Twitter, LinkedIn, Facebook, etc. Tout ça, ça Insta, demande énormément de temps. Là-dessus, il y a un Américain, moi, que j'aime bien suivre, qui est un peu, on va dire, qui est le geek ou le pape de la vente sur le web, c'est Gary Vaynerchuk. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Bon, c'est un gars qui a un rythme de publication sur toutes les plateformes de réseau incroyable. Il poste des vidéos sur toutes les plateformes. Et lui, sa politique, c'est de dire de poster sur toutes les plateformes. Alors, souvent les mêmes messages. Et de se spécialiser sur une des plateformes où là, on mettrait un peu plus le paquet. Donc, lui, aujourd'hui, il fait beaucoup de choses sur LinkedIn, mais avant, c'était sur Facebook ou sur Twitter, et il explique ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a une équipe qui le suit tout le temps, qui le filme en permanence, et il donne des tips à des gens dans la rue, et il se fait filmer, et ensuite il publie ça sur tous les réseaux sociaux. Alors, c'est compliqué de faire ce que fait Gary Vaynerchuk, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir prendre peut-être des petits tips pour publier des choses de manière facile. Par exemple, filmer une situation où on donne un conseil, ça prend quelques secondes avec son portable.
Et ensuite, maintenant, il y a des outils aussi qu'on peut peut-être donner pour faciliter la création de contenu. Par exemple, vous avez un outil qui s'appelle Sniply, qui permet de prendre un article qui vous intéresse, de le poster avec un petit appel à action avec, par exemple, votre site web, où en fait, on réutilise du contenu existant pour parler de notre site web. Il y a ça. Il y a d'autres outils, je les mettrai dans les commentaires du podcast, qui vous permet de créer de la vidéo à partir d'un contenu écrit. Voilà, donc il y a quand même des petites actions qu'on peut faire, même si on n'a pas une équipe de 10 personnes sur le marketing pour créer du contenu. Oui, après le truc c'est qu'on peut l'avoir, cette équipe-là, qui le crée, c'est que lorsque tu es commercial dans une entreprise où on est sur le territoire national, on a un service marketing, ce genre de trucs, on peut plus se les permettre, parce que là on est obligé d'avoir une ligne éditoriale, une équipe spécialisée là-dedans qui met du contenu comme on veut. Et voilà, quand tu travailles tout seul, pourquoi pas utiliser tous ces outils-là. La plupart des commerciaux avec lesquels nous on travaille ou qu'on forme sont des gens qui bossent pour des boîtes, et c'est pas forcément eux qui ont la charge de ce genre de trucs. Par contre, ce qui est important, c'est de pas s'en éloigner de ça. Voilà, c'est se dire, il y a des outils, faut comprendre à quoi ils servent. Voilà, parce que veut pas, notre client a fait la démarche. C'est-à-dire que aujourd'hui, là, quand je parle à des vendeurs, on a la chance d'avoir les sites web de tous nos concurrents. Les commerciaux, ils vont pas tellement dessus. Pourtant, le client, lui, il a fait la démarche. Donc, j'arrive chez mon client, je suis déjà même pas à égalité avec lui. Parce que j'ai pas fait ce travail en amont, d'aller regarder ce que proposent mes confrères, quel podcast ils mettent, voilà. Je suis au même niveau de connaissance de mon client, au minimum, en tout cas de ce qu'il peut avoir glané sur le web. Après, j'ai une avance par rapport à lui, c'est que ma boîte, je la connais mieux que lui, a priori. Voilà. Et le pourquoi nous, on a plus de sens que tous les autres, normalement aussi. Voilà. Donc, mon rôle à moi de vendeur, il est de comprendre cet environnement, tout ce que tu viens de dire, s'intéresser à ce genre de gens, voir et regarder comment, dans mon rôle à moi, je peux intervenir, m'en servir, donner des hints à mes gars de market. Parce qu'encore une fois, je pense que l'hybride sera le meilleur vendeur de demain, parce que je ne peux pas, moi, en tant que commercial, ne pas m'intéresser aux outils market, et je ne peux pas, en tant que marketeur, ne jamais aller mettre un pied chez un client pour voir comment ça se passe. Donc, quelque part, il faut que j'ai une compréhension des deux. Et les outils deviennent hyper performants, de plus en plus spécialisés, et il y a des mecs comme Gary qui mettent la barre super haut. Donc, moi, je suis tout petit à côté de ça, et comment je peux m'en sortir ? Voilà, où mon entreprise se met pas au niveau de Gary. Voilà. Du coup, j'apparais comme quoi à côté de ça. On partage tous les mêmes plateformes. Donc ça, c'est une vraie question. C'est quel est le rôle du vendeur ? Dans l'aspect market, il a un rôle de faire remonter les réactions au terrain de nos clients. Qu'est-ce qu'ils en disent ? Comment ils sont venus ? Comment ils nous ont connus ? Qu'est-ce qui leur a fait cliquer sur le bouton ? Pourquoi ils ont choisi de nous faire venir ? Et ils ont choisi les 2 autres aussi qui étaient là avec nous, et pas les 25 autres qui font la même chose que nous. Qu'est-ce qui leur a donné envie de venir nous voir ? Comment les gens se comportent ? On fait de l'analyse comportementale sur les sites web, où ils cliquent, comment ils arrivent aux produits, aux machins, aux trucs. On peut très bien aussi partager des activités où mon client achète mes produits sur le web une fois qu'il est devenu client. Avant ça, c'est moi qui vais m'occuper de lui. Donc il sait presque tout sur moi. Il sait même parfois plus que moi sur les produits. Parce que lui, il a fait l'analyse de la concurrence et il a une bonne idée de ce qu'il sait faire. Ou parce que c'est lui l'utilisateur. Et moi, je n'utilise pas le produit, je ne serai jamais aussi bon que lui. Donc, quelque part, il faut aussi accepter ça. Mais ça, c'était vrai avant. Aujourd'hui, c'est juste exacerbé. C'est-à-dire qu'on est face à un client qui sait tout, ou qui sait beaucoup de choses. Il ne faut juste pas négliger ce qu'il sait et revenir aux fondamentaux de base. Retravailler une découverte, tu l'as déjà fait, pour vraiment s'assurer de la problématique qu'il a et de quelle manière nous on peut la régler. Et on peut limiter le rôle de nos vendeurs qu'à ça, hein, parce qu'au prix où il coûte, un claquement de porte en France, ça coûte à peu près 110 €. Ce qui veut dire qu'un commercial qui va avoir un client qui claque la porte et qui te met sur son compte rendu de visite RAS, il a coûté 110 balles. Hein. Ah oui, ok. Je ne connaissais pas cette stat. Donc 110 €, si tu veux, pour juste un RAS, c'est cher payé, quoi. Voilà. Donc le patron, ça peut piquer quand il revient avec ce genre de sujet. Bref, donc tout ça pour dire que le rôle du vendeur, comme il coûte cher, on peut le limiter à l'action de faire prendre la décision au client. Donc créer le lien, comprendre le besoin, faire l'offre et aller
lui faire prendre sa décision. Ouais, souvent, on dit que le client, quand il rentre en contact avec l'entreprise, il a déjà fait 70% du cheminement. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, le rôle du commercial, ce serait de remplir les 30% restants, et donc d'être bon sur ces 30%-là. Ce qui sont les plus difficiles. Et c'est là d'où l'importance des soft skills, dont on en a parlé un peu précédemment, et où j'imagine qu'avec les formations, la méthode Dale Carnegie, vous insistez là-dessus. Beaucoup, c'est l'intelligence commerciale. Hein. L'idée, c'est ça, c'est maîtriser ses émotions, maîtriser les émotions du client, comprendre qu'est-ce qui fait que nous, on sait faire et que les autres ne peuvent pas aller sur ce terrain-là. Montrer à notre client, en tout cas lui faire percevoir. En gros, l'idée d'aujourd'hui, c'est de passer de la vente transactionnelle, celle qu'on a tous appris. Hein. Je présente mon produit, je frappe une objection, tu en parleras peut-être. Et puis, c'est une super bonne... D'ailleurs, l'objection est une super bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un intérêt. Moi, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petit. Et donc, on apprend à nos commerciaux de façon plus ou moins élégante à contourner l'objection pour aller chercher une décision. Aujourd'hui, le client est trop renseigné, trop intelligent pour continuer à répondre à ce genre de choses. Et l'idée, c'est de passer de la vente transactionnelle, qu'on a tous appris, à la vente relationnelle. En quelque sorte, je ne suis pas de l'autre côté de la table pour vendre quelque chose à quelqu'un, je suis du même côté que lui et je regarde sa problématique avec lui. Et j'apparais comme un conseiller capable de dire, écoutez, ça, je ne sais pas le faire, au revoir monsieur. Voilà. Tu vois l'idée? Et donc là, évidemment, les soft skills, ou en tout cas les compétences interpersonnelles, si on veut le traduire en français, elles sont primordiales. Ouais, c'est un peu la même idée, hein, quand tu veux vendre, enfin tu veux faire du social selling, il faut aussi faire un épisode là-dessus. C'est le social selling, c'est quand vous créez du contenu, par exemple sur LinkedIn, ne présentez pas forcément votre produit, votre entreprise, pourquoi vous êtes bon, mais plutôt donnez des choses qui peuvent aider votre communauté, vos prospects, et c'est du pay it forward, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va vous revenir dans le bon sens. Super Jean-François, donc le rôle du commercial aujourd'hui, si je résume, c'est d'être un accompagnateur, d'être dans la relation et d'être à côté de son client plutôt qu'en confrontation. Oui, on ne vend rien, on aide les clients à acheter. Et ensuite, il y a surtout 3 bonnes raisons de l'être. C'est ça qui est important, c'est pourquoi on a besoin encore de commerciaux si le digital remplit tous les rôles. Parce qu'on peut très bien vendre sans passer par des vendeurs. La première raison pour laquelle on a besoin de commerciaux, c'est qu'il y ait une valeur ajoutée pour le client. Pas de valeur ajoutée, c'est pas nécessaire d'envoyer des commerciaux. La deuxième, c'est que la vente soit complexe ou nécessite une assistance. Parce qu'on ne peut pas acheter, il y a des produits qui sont trop compliqués pour qu'on puisse les acheter. Tout seul en tout cas. Et la dernière, elle est importante surtout quand l'entreprise grandit, c'est que le vendeur doit agir un peu comme le chef d'orchestre de l'entreprise. C'est la porte d'entrée qui permet Les entreprises de l'extérieur ne sont pas toujours hyper lisibles. Plus elles sont grandes et plus c'est compliqué de savoir, de ne pas être un numéro dedans. Voilà. Et le vendeur, c'est la personne avec laquelle on peut dialoguer et qui comprend l'ensemble du parcours client dans l'entreprise et qui est capable de m'orienter, de m'aider à trouver la bonne personne à l'intérieur ou le bon service qui va me permettre de me sortir de ma situation. Donc bien souvent, ce rôle-là de commercial, il est beaucoup plus large en termes de relations que ce qu'il n'était avant. Par contre, il est très concentré sur aider les gens à prendre une décision. Tu vois ce que je disais, le digital a beaucoup changé et en fait, il n'a rien changé du tout parce que s'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas de lien de confiance, il ne se passe rien. Si on n'a pas un vendeur capable de bien découvrir le besoin du client, il ne se passe rien. Ça a toujours été comme ça. Ce sont des fondamentaux de base qui n'ont pas changé. Par contre, le digital a apporté des outils, des méthodos qui permettent de soit raccourcir le temps, soit de le faire de façon plus efficace pour nous. Voilà. Ok, super. Donc le message pour les entreprises, c'est faites de vos commerciaux vos meilleurs ambassadeurs. C'est ça. Ne négligez pas le rôle fondamental que ces commerciaux ont dans votre développement et donnez-leur tous les moyens pour performer, réussir. Donc des formations, des outils, on a parlé de CRM. Il faut vraiment les mettre dans les meilleures conditions
pour que ces vendeurs soient performants. Super Jean-François, on va arriver là à une quarantaine de minutes. Est-ce que toi tu as des routines ou des outils ou des choses que tu utilises dans l'acte de vente qui t'aident quotidiennement, que tu aimes bien? Est-ce que tu as des choses, ça peut être des logiciels, des bouquins, est-ce que tu as des... Oh là là, ouais, j'en ai plein. En fait, je sais pas, il faudrait que je me remémore tout ce que je fais tous les matins. Moi, j'aime bien diversifier. Toi, j'aime bien les TED, par exemple. Ouais. J'en regarde régulièrement. C'est vrai que j'en ai pas parlé des TED. Ouais. Tu vois, je choisis des sujets connexes à ce qu'on fait, enfin, à mon métier de vendeur, parce que souvent, il y a un apport intéressant. Donc TED, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des conférences. Donc il y a un site TED où vous pouvez voir des conférences sur n'importe quel sujet. Vous pouvez même voir des conférences sur la vente. Vous tapez vente et vous avez des super mecs ou femmes qui parlent sur un sujet. C'est 18 minutes en général de format. C'est le format. Et donc ça, j'aime bien. J'aime bien avoir un pep talk, là, tu sais, un truc qui te raccroche quand tu es perdu un peu dans ta démarche ou quand tu te dis putain, la journée a été trop dure. C'est quoi ça, un pep talk, c'est une petite phrase que tu as dans ta tête et qui te permet de te remotiver à un moment où ça va pas bien, parce que dans mon métier on rate aussi des fois et puis oui, on essuie, comme tu as dit au début, on essuie des frustrations et donc du coup voilà. Donc ça, chacun écrit le sien. C'est intéressant d'avoir un petit pep talk dans sa tête pour se dire tiens, allez, ça remet une motivation. Donc là aussi c'est pareil, sur le web il y a plein d'exemples. J'aime bien aussi regarder les sites. Avec les DCF, on est Action Co, évidemment. Il y a aussi Up2 qui est pas mal. Ah oui, j'ai interviewé l'un des associés, Quentin. C'est pour ça que j'en parle, parce que Up2 c'est pas mal aussi, j'aime bien. Donc, tu regardes quoi? Tu regardes leur blog, c'est ça? Moi, je regarde le blog, je lis les articles. Je suis assez d'accord souvent avec ceux qui mettent et c'est intéressant. Puis même quand je suis pas d'accord, ça fait un sujet de réflexion. Ils ont des livres blancs vraiment pas mal aussi. Ouais, très bien. J'ai vu ça sur leur site. Donc Up2, Action Co, voilà. Et puis après, voilà, ma ressource aussi, c'est les réseaux physiques. Les DCF, ça permet de discuter avec des vendeurs qui ont la même problématique que toi toute la journée. Voilà, donc ça c'est un beau moment de partage. Ouais, ça peut être négligé parfois, mais moi j'ai analysé un peu les ventes de l'année dernière et en fait je me suis rendu compte que la moitié des ventes qu'on avait c'était grâce au réseau. Donc des réseaux comme ça, c'est quand même... si tu as un produit, alors plus le produit est local, le même gars qui t'a dit lundi soir au téléphone, écoutez, je suis pas intéressé, tu le rencontres mardi dans un réseau, on se tutoie au bout de 2 minutes et demie, et il finit par te dire putain, mais ce que tu fais, c'est pas con, et ça serait bien qu'on se rencontre. Le même, qui t'a foutu le râteau le lundi soir. Donc ça crée du lien, voilà, c'est différent, et puis voilà, et après je lance un message à tous les commerciaux de la planète, travaillons la recommandation. Voilà. Il y a forcément quelqu'un que tu connais qui a besoin du service que je propose. Et tu pourrais m'introduire auprès de lui parce que tu as apprécié ce qu'on a fait ensemble et qui mériterait, lui, d'en profiter aussi. Sauf que comme ça, tout seul, tu n'y as pas pensé. Et si je te le demande pas, tu vois, tu ne penseras pas à me le dire. Par contre, quand on le demande, de façon élégante, dans la plupart des cas, on obtient ce genre de recommandation. Et la recommandation amène très souvent à une vente supplémentaire. Ouais, super. Donc, finir le rendez-vous par la recommandation, voilà. C'est un bon réflexe. Exactement. Super, Jean-François. Dernière question. Est-ce que tu as éventuellement un bouquin à conseiller? Ça peut être un bouquin en dehors de la vente. Vu qu'on est encore en été, les gens ont un peu de temps là pour bouquiner. Alors, moi, je suis pas du tout bouquin. J'ai jamais lu un livre. Ça peut être autre chose. Je suis un mec original parce que j'ai jamais lu un bouquin. Ça peut être un film. Je suis pas super fier, mais ça me fatigue et j'y arrive pas. Par contre, j'ai découvert les livres audio. Ah oui, super. Voilà. Et là, pour notre développement d'entreprise, je suis en train d'écouter le livre qui s'appelle Océan Bleu. Ouais, voilà, Blue Ocean, voilà, pour ce qu'il est en anglais. Mais, et je le conseille à tous ceux qui développent leur boîte ou qui veulent développer leur activité. Il y a plein de hints super intéressants. Ouais, l'idée d'Océan Bleu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de trouver un marché en fait où finalement vous avez peu de concurrence et
et ne pas être dans un océan rouge du coup où vous êtes confronté à plein de concurrents. Et donc c'est de trouver un peu le message, la touche un peu magique qui vous permet d'être sur une niche. Et il y a des boîtes comme ça qui arrivent très bien à créer leur océan bleu. Je sais pas, par exemple, on peut citer Twitter ou Facebook. Au début, quand ils ont créé leur réseau, ils étaient pas nombreux. Maintenant, bon, il y a énormément de réseaux sociaux parce que ça a cartonné, mais au début, ils ont réussi à trouver leur océan bleu. Et bien sûr, après, une fois que ça marche, votre océan bleu devient de plus en plus rouge. Mais enfin, en tout cas, ça, c'est un intérêt là-dessus. Puis on est dans un monde de start-up ici. Ouais, on enregistre le podcast dans les locaux là, d'un incubateur. Voilà, et donc ça me fait penser aussi à... J'ai vu une conférence du fondateur de celui qui gère l'association du bouquin Crossing the Chasm. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce... Non. Passer le trou, là. Si, voilà. ouais, et donc, sûr, intéressez-vous à ça, là, Crossing the Chasm. C'est un peu qu'est-ce qui se passe quand une entreprise est dans le dur et qu'elle ne trouve pas son marché. Et quels sont les leviers sur lesquels elle peut se reposer. Donc, ça file plein d'idées parce qu'ils ont traité ça d'une manière assez large et pas forcément très spécifique aux startups, mais... En tout cas, il y a beaucoup d'idées là-dessus. Ouais, on m'avait conseillé ce bouquin. C'est l'idée de, effectivement, au début, quand vous développez une activité, vos premiers clients, c'est les early adopters. Voilà. Et il faut réussir à trouver les followers, ceux qui vont suivre, à passer le cap et pour que votre produit, effectivement, se développe. C'est ça. Ouais, super intéressant. On le mettra dans les notes du podcast. Voilà, ça, c'est mon dernier petit truc. Voilà. Mais en tout cas, merci Jean-François. On a respecté le timing, donc c'est top. Je vous invite à liker cet épisode, à le partager sur les réseaux. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Où est-ce qu'on te retrouve, Jean-François, si quelqu'un veut te contacter ? Sur le site web de Dale Carnegie. Il n'y a pas de problème, on me trouve là-dessus. Sur LinkedIn, j'imagine ? Sur LinkedIn, bien sûr. J'ai un compte. Okay, je suis pas très Facebook, mais... Ok. Donc Jean-François Lascou, c'est ça. Sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Super, merci beaucoup Jean-François. Avec plaisir. Merci à toi. Et à très bientôt. Merci. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web, vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!